Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Le webinaire va être présenté par la Cité de la RSE et de l'Impact. Et ce webinaire rentre dans une programmation qui, elle, est portée par la Fondation Oikos. Qu'est-ce que nous faisons? Nous animons des centres de coworking et nous développons surtout une plateforme digitale et collaborative d'accompagnement à la RSE, d'où cette thématique proche sur l'éco-conception. Mon nom, c'est Nathalie Delavoye, vous avez mes coordonnées pour aller plus loin sur le chat, mais je vais maintenant laisser la parole à Marie. Donc Marie, rebonjour et je vous laisse lancer le webinaire. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction. Donc, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler donc d'éco-conception et on va essayer de comprendre comment on fait de l'éco-conception et pourquoi. Alors, je ne vous cache pas qu'en 45 minutes, parce que du coup, je garderai un peu de temps pour d'éventuelles questions à la fin, on ne va pas balayer toute l'éco-conception en détail et le but, c'est pas de faire de vous des experts de l'éco-conception, mais déjà d'avoir une vision un petit peu plus précise de ce qu'est l'éco-conception, comment on fait et qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise. Pour ça, je vais me baser sur le retour d'expérience d'une entreprise que nous avons accompagnée il y a environ 2 ans maintenant dans le cadre du programme éco-conception en Occitanie, dont je parlerai un petit peu aussi. Et on a réalisé avec cette entreprise un podcast sur son retour d'expérience. Et c'est à partir d'extraits de ce podcast aujourd'hui que je vais pouvoir illustrer cette démarche d'éco-conception. Donc pour me présenter un tout petit peu plus avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Marie Cussol, je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception, j'en parlerai une petite minute juste après, et je suis plus particulièrement animatrice du programme éco-conception en Occitanie, qui est un programme qui a été lancé il y a maintenant environ 2 ans, un petit peu moins, qui est du coup porté par le pôle éco-conception et financé par l'ADEME, la région Occitanie et l'éco-organisme Val-d'Elia. Je parlerai aussi de l'objectif de ce programme juste après, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir... mon but, c'est d'aider les entreprises à comprendre ce qu'est l'éco-conception, à être sensibilisées à cette démarche et ensuite à mettre en place, à initier des stratégies, des démarches d'éco-conception directement en interne auprès de leurs produits et de leurs services directement avant de pouvoir aller sur des projets plus gros. Pour parler du pôle éco-conception très rapidement, le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels qui existe depuis 2009. On est le centre de ressources national pour l'éco-conception et notre objectif, c'est d'aider nos adhérents, d'aider les entreprises à créer de la valeur par la prise en compte de leur cycle de vie. Tout va vraiment tourner autour de ce cycle de vie-là en éco-conception, mais aussi de manière plus large. L'idée, ce qu'on va apporter à ces entreprises, justement, c'est leur permettre de prendre en compte cette perspective cycle de vie, comprendre le cycle de vie de leurs produits, de leurs services, de leurs activités. Le fait de considérer un produit sous cet angle cycle de vie, ça permet de prendre du recul par rapport à une chaîne de valeur au sens très large. Et donc, qui dit prise de recul, dit aussi changer un petit peu de point de vue. Et souvent, cette constante cycle de vie, donc, elle permet d'innover, elle permet à l'entreprise de trouver de nouvelles solutions à ces problèmes qui permettent de réduire l'impact environnemental parce que c'est l'objectif recherché finalement par la prise en compte de ce cycle de vie au sens large. Une fois qu'on a trouvé des solutions pour innover, pour réduire son impact et pour avoir cette vision cycle de vie nouvelle, on va aussi aider les entreprises à aller plus loin sur un volet de management du cycle de vie, tout simplement parce que une fois qu'on a des idées, il faut les mettre en place, il faut agir dans une démarche, si on peut, d'amélioration continue également pour pouvoir inclure réellement l'éco-conception et la réduction d'impact dans les activités de l'entreprise et dans un cycle de vie produit à tous les niveaux. Donc, on est dans l'inclusion de l'éco-conception au niveau stratégique de l'entreprise, finalement. Et c'est ce qu'on illustrera avec l'exemple juste après. Et enfin, le dernier levier qu'on utilise et sur lequel on travaille avec nos adhérents, c'est sur l'évaluation du cycle de vie, finalement. C'est bien d'améliorer son impact, mais c'est encore mieux quand on arrive à le mesurer et donc avoir réellement l'amélioration d'impact qu'on a petit à petit de la mise en place de ces stratégies d'éco-conception. Et donc, pour ça, on va aussi travailler à l'évaluation du cycle de vie, quels outils on peut utiliser, quels sont les plus appropriés à telle ou telle situation d'entreprise.
Et c'est vraiment cette évaluation du cycle de vie, un volet à part entière de l'éco-conception. Voilà pour une présentation très succincte du pôle éco-conception. J'irai pas plus loin, mais vous aurez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si, vous voulez en discuter plus longuement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer par, parler finalement de l'entreprise, à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Alors cette entreprise, elle s'appelle Lita Espresso. C'est une entreprise que je vais laisser se présenter juste après, grâce à ce que, le dirigeant Léo Delon, qu'on va entendre dans ce podcast, va nous dire. Mais du coup, c'est une entreprise qui est basée à Rodez et qui, distribue, produit des capsules de café. Donc, avant d'aller plus loin, je vais laisser donc la parole au dirigeant, à Léo Delon, pour introduire un peu l'entreprise et cette séquence avant d'aller plus loin. Quand on fabrique des capsules de café, on évolue dans un environnement très concurrentiel où règnent quelques géants. Difficile donc de se faire une place, à moins de se singulariser franchement. Or, lorsqu'il a repris l'entreprise Lita Espresso en 2018, Léo Delon a souhaité intégrer la dimension responsable à son modèle économique. Immédiatement, il s'est posé la question de l'éco-conception. Quand j'ai repris la marque Lita, j'ai souhaité la développer et être en phase avec mes valeurs personnelles. Et je souhaitais vraiment y intégrer une dimension éco-responsable. Et là, j'avais vraiment envie de mener un projet long terme et un projet qui avait du sens. Donc on a commencé à sourcer des produits et rapidement on s'est aperçu de nos limites en termes de compétences et c'est là qu'on s'est rapproché d'une agence spécialisée en éco-conception qui est l'agence Think Plus qui est située à Bidart. Et c'est eux qui nous ont présenté les dispositifs régionaux, les dispositifs de l'ADEME et également le pôle éco-conception. Voilà, on nous a invités à vraiment se rapprocher du pôle éco-conception afin de valider en fait toutes les démarches que l'on initie et ainsi avoir un regard extérieur et qui permettait vraiment de valider notre action. Grâce au programme mis en place en Occitanie par le pôle éco-conception, le partenariat peut commencer. Voilà, un peu pour poser l'idée de cet extrait-là qui est un peu long, c'est de poser un petit peu le cadre, de quoi on va parler. Donc on est sur cette entreprise qui fabrique, qui vend des capsules et qui, à un moment donné, s'est posé la question de se dire, je veux introduire l'éco-conception dans ma démarche, dans le produit que je vais vendre. Comment je fais? Et il s'est vite aperçu que ça ne pouvait pas forcément être fait tout seul et qu'il fallait mettre derrière ça une démarche structurée. Et c'est ce que nous, ainsi que l'agence spécialisée qui l'a vraiment accompagné sur le long cours, avons essayé de lui apporter. Comment ça s'est passé? Et c'est un peu les étapes qu'on va suivre aujourd'hui avec sa progression. Alors, la partie démarrage du projet, c'est celle qu'on vient d'entendre finalement. Il s'est rendu compte qu'il y avait une problématique liée à l'éco-conception et qu'il ne pouvait pas la résoudre tout seul. Donc, il s'est rapproché d'institutions qui seraient compétentes là-dessus. Et ce qui a été fait ensemble derrière, c'est toutes ces étapes-là de diagnostic initial éco-conception, d'accompagnement tout au long du projet. On a aussi effectué une revue critique par le pôle éco-conception, donc par nous directement. Il y a une partie de mise en œuvre et de communication du produit qui a été faite et ensuite ça a mené à d'autres ouvertures, d'autres conséquences, d'autres projets pour l'entreprise, une démultiplication de l'éco-conception sur d'autres aspects du produit et la projection dans des projets à plus long terme. Avant d'aller plus loin et de décortiquer un peu plus ce qui s'est passé réellement, on va peut-être commencer par parler de l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par éco-conception? Donc, pour vous donner une définition assez simplifiée, mais qui vous donne quand même une vision d'ensemble et pas mal de clés, l'éco-conception, c'est penser les conséquences environnementales d'un produit, d'un service, d'une organisation. Nous, aujourd'hui, on va parler d'éco-conception sur un produit, donc penser les conséquences environnementales d'un produit, d'une capsule de café, ce dès la conception du produit, avec une réflexion globale sur toutes les étapes du cycle de vie, donc avec une réflexion sur les étapes d'extraction des matières premières et l'énergie dont on va avoir besoin à ce moment-là, sur la fabrication,
On va penser aussi au transport, à la logistique, aux emballages pour mettre en œuvre le transport de ce produit. On va penser à l'usage et on va penser aussi à la fin de vie. Donc, on a une réflexion globale multi-étapes sur toutes les étapes du cycle de vie, mais on va aussi avoir une réflexion multi-critères, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les critères environnementaux pertinents, pas seulement l'émission de gaz à effet de serre, pas seulement la consommation d'eau, pas seulement la consommation de ressources rares ou pétrochimiques, mais on va prendre en compte l'ensemble de ces critères-là, l'ensemble des critères qui vont être pertinents au regard du produit qu'on va étudier. Tous les critères ne sont pas toujours les plus ne sont pas toujours concernés par la production d'un produit. Et du coup, il faut faire aussi la part des choses entre ce qui est vraiment l'enjeu principal d'un produit, les enjeux principaux d'un produit et les autres critères qui vont être plus anecdotiques. Tout ceci, on va le faire donc dans le but de réduire les impacts environnementaux, tout en assurant la performance du produit, c'est-à-dire que faire un produit qui ne se vend pas parce qu'on a réduit au maximum son impact environnemental, mais par contre, on a été obligé de changer pas mal de choses et finalement, il ne correspond plus aux attentes du client, il ne fonctionne plus correctement, finalement, ce n'est pas un produit qui va assurer la performance de ce pourquoi il a été construit. Donc, il y a vraiment une question sur la performance, la fonctionnalité du produit qui va se poser en plus de la question sur la réduction de son impact environnemental. Voilà pour la définition, assez rapide, mais on va ensuite creuser un peu plus ça, je vous rassure. Définition de l'éco-conception, donc c'est ça qu'a voulu mettre en place Léo Delon dans son entreprise, réduire son impact environnemental sur tout son cycle de vie et sur tous les critères d'impact. À partir de là, donc les 2 premières étapes vraiment d'accompagnement de projet sur lesquelles on a agi avec lui, ça a été en premier lieu un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic initial éco-conception. L'idée de ce diagnostic, c'est de mettre en lumière le cycle de vie du produit, le contexte dans lequel il s'inscrit, et derrière, les points où l'impact environnemental va être le plus fort, et donc les pistes d'éco-conception qui vont pouvoir être les mieux appropriées pour ce produit-là en particulier, pour réduire son impact. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a déjà avancé un peu et permis à l'entreprise de mieux comprendre sur quoi travailler, de mieux comprendre son produit et son contexte, l'agence spécialisée a réalisé un accompagnement de projet sur l'ensemble de la démarche d'éco-conception avec l'entreprise sur ces capsules de café précisément. Avant d'entrer dans le détail de comment se sont passés ces 2 volets, je voulais juste vous faire écouter quel retour ça a apporté à l'entreprise, juste cette réflexion sur ces 2 étapes. Donc ça nous a permis de vraiment identifier les différentes étapes de notre cycle de vie. Sur le long terme, ça permet d'avoir une stratégie d'innovation en relation avec l'éco-conception. Parce qu'en fait, quand on identifie certains points impactants dans le cycle de vie, on se dit comment on peut réduire cet impact, et en fait c'est un moteur pour l'innovation. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'a été perçu le diagnostic et l'accompagnement avec l'entreprise, par l'entreprise directement. Avant de passer à la suite, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce qu'on a fait un petit peu dans chaque étape diagnostic et accompagnement. L'idée du diagnostic, finalement, c'est de pouvoir faire un bilan de l'entreprise, de son cycle de vie, et derrière, des enjeux auxquels elle va devoir faire face au moment de mettre en place une démarche d'éco-conception. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au moment de la définition d'éco-conception, et c'est là qu'on va la compléter un petit peu, c'est que certes, on prend en compte les conséquences environnementales dès la conception, on réfléchit sur tout le cycle de vie, sur tous les critères d'impact, mais il y a un élément supplémentaire auquel il faut faire très attention, c'est que finalement, on va avoir une approche où on va se dire, on va introduire l'environnement dès la conception du produit comme une caractéristique supplémentaire qu'on va prendre en compte au moment de la conception du produit, mais il ne faut pas oublier que pour mettre un produit sur le marché, l'entreprise va avoir plein d'autres caractéristiques à remplir, plein d'autres contraintes, finalement, qui sont des contraintes de coût, de délai, des contraintes de respect des attentes du client, des contraintes de faisabilité technique. Et ces contraintes-là, elle ne va pas pouvoir passer à côté pour mettre l'environnement à la place. Il va falloir jouer sur les 2 tableaux, inclure l'environnement, tout en continuant à travailler sur les contraintes qui sont inhérentes quand on met un produit sur le marché, à toute entreprise.
Donc, on va devoir faire un compromis finalement entre d'une part les contraintes environnementales et d'autre part toutes les autres contraintes et mesurer, balancer, arbitrer lesquelles sont les plus fortes les unes par rapport aux autres et où est-ce qu'il va falloir introduire l'environnement au bon niveau pour que le produit qu'on met sur le marché soit quand même un produit qui va fonctionner, qui va répondre à des attentes, qui va répondre à un juste besoin client et qui en plus va permettre d'avoir une performance environnementale intéressante, c'est-à-dire un impact environnemental réduit pour une performance donnée. Donc c'est vraiment ça en fait qu'on veut mettre en avant quand on fait de l'éco-conception, et dès le diagnostic éco-conception, on essaye de mettre en place ces automatismes-là, de se dire finalement quel compromis on va faire. Et à partir de là, une fois qu'on a un peu dégrossi le contexte, dégrossi où est-ce qu'on pourrait introduire l'environnement dans la démarche de l'entreprise, on va mettre en place une réelle démarche d'éco-conception. Alors là, c'est l'agence spécialisée qui l'a faite avec l'IT Espresso directement. Et les étapes de cette démarche d'éco-conception, les voici pour en parler rapidement. La première étape, ça va être de cadrer la démarche, donc aller un peu plus loin que le premier niveau qu'on a pu faire dans le diagnostic. Finalement, on va identifier les enjeux pour l'entreprise, choisir un produit, même si là, ça n'a pas posé trop de soucis. Identifier aussi quels sont les objectifs pour l'entreprise et qu'est-ce qu'elle va investir dans cette démarche d'éco-conception pour que l'objectif qu'elle va se fixer soit cohérent avec les ressources qu'elle va mettre en face. Très important. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle une évaluation environnementale d'une situation de référence, c'est-à-dire on sait où on veut aller, on a cadré les objectifs. Maintenant, on va définir d'où on part, quels sont les impacts environnementaux de mon produit aujourd'hui. Donc, ça permet de savoir quelles sont les étapes qui ont le plus d'impact, ça permet de savoir quels sont les critères sur lesquels il va falloir qu'on agisse parce qu'il y a énormément d'impact environnemental dessus, etc. Une fois qu'on a cette situation initiale, du coup, on va pouvoir chercher des pistes d'éco-conception directement sur les étapes qui sont les plus impactantes. On va avoir cette vision-là qui permet de chercher des pistes d'éco-conception qui vont être cohérentes, qui vont permettre réellement de réduire significativement l'impact environnemental. Donc, c'est une partie un peu créative, cette recherche de pistes d'éco-conception. Et derrière, après la partie un peu créative, on va recentrer la décision, la prise de décision qui correspond finalement à quelle piste d'éco-conception je devais réellement mettre en œuvre sur mon produit aujourd'hui pour qu'elles soient cohérentes les unes par rapport aux autres, pour qu'on ait un produit qui fonctionne et pour qu'au niveau stratégique, ce soit aussi ce soit cohérent, on ait une réelle réduction d'impact qui corresponde aux objectifs que je me suis fixés au début. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a un produit et qu'on sait sur quoi on va travailler sur ce produit, on va faire ce qu'on appelle une évaluation environnementale comparative. Donc finalement, on va réévaluer l'impact environnemental de ce nouveau produit avec les stratégies d'éco-conception qu'on a mis en place dessus et vérifier qu'on a bien un impact environnemental qui a été réduit par rapport à la situation de référence qu'on avait avant l'amélioration du produit. On va vérifier que l'impact environnemental est réduit, mais on va aussi vérifier qu'on n'a pas de transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à l'autre, où on aurait réduit l'impact environnemental sur une étape, mais du coup, sans le vouloir, on aurait augmenté l'impact sur une autre étape par un effet de transfert. On va vérifier aussi qu'on n'a pas de transfert d'impact d'un critère d'impact à un autre. Et on va aussi vérifier qu'on n'ait pas d'effet rebond significatif dans cette mise en place de ce nouveau produit. Une fois qu'on a fait ça et qu'on s'assure que l'impact environnemental est réellement réduit et que du coup notre démarche d'éco-conception et notre produit éco-conçu a lieu d'être, on va du coup le mettre sur le marché et communiquer dessus. Et on verra que la communication, c'est aussi quelque chose d'important derrière. Ça, c'est la démarche générique, générale. Derrière, vous vous doutez bien que chaque entreprise va adapter cette démarche en fonction de leurs besoins pour correspondre aux enjeux et aux objectifs que l'entreprise se fixe. Et pour vous montrer un des volets de cette adaptation, je vous propose l'extrait suivant qui correspond à la façon dont l'IT Espresso a un peu adapté cette stratégie de leur côté. Parce que justement, dans notre étude de cycle de vie, on s'est aperçu que 50% de l'impact sur une tasse de café, c'était la machine. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas la vision au début. Donc souvent, on parle des capsules, on parle de tout ça, mais en fait, le gros impact sur une tasse de café, c'est 50% la machine et 30% la culture et le transport du café. Donc vous voyez, 80% de l'impact sur une tasse de café, ça n'a rien à voir avec la capsule ou autre.
Donc on s'est dit, il faut qu'on travaille là où il y a le plus d'impact à minimiser en fait. Si on arrive à trouver des innovations sur la machine à café, c'est là où on va réduire l'impact. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que finalement, ils se sont dit, dans la partie B, évaluation environnementale d'une situation de référence, on va étudier l'impact environnemental d'une tasse à café. Pour l'instant, c'est logique, étant donné qu'ils fabriquent des capsules à café, ça sert forcément à faire des cafés. Donc, ce qui est important pour eux, c'est l'impact environnemental d'une tasse à café. Et en fait, en faisant cette étude-là, ils se sont rendus compte que leur impact, finalement, leur produit sur lequel ils voulaient travailler, la capsule, c'était la capsule et le café à l'intérieur, c'était pas du tout le produit, l'élément qui avait le plus d'impact dans une tasse à café. Et du coup, ça a déjà permis de changer leur façon de voir des choses, peut-être aussi supprimer certains préjugés qu'ils pouvaient avoir sur l'évaluation environnementale d'une tasse à café. Du coup, ils se sont rendus compte que l'impact était sur le café et sur la machine à café dans un premier temps. Et donc, ils ont imaginé, dans la partie suivante, dans l'étape suivante, que ce serait une piste d'éco-conception peut-être à creuser pour améliorer l'impact de leur sujet d'étude, qui est la tasse à café. Alors, l'idée, là, c'était vraiment de travailler sur la capsule. Donc, ils ont pris le parti de ne pas traiter le sujet tout de suite dans l'étape de décision. Ils se sont recentrés sur la capsule elle-même, mais on y reviendra tout à l'heure. Ils en ont fait une réflexion à long terme. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que les impacts étaient forts sur un élément en particulier, qui n'était pas du tout leur élément d'étude parce qu'ils ne l'avaient pas forcément anticipé au début. Et donc, il y a eu des arbitrages à faire pour se dire, on ne va pas forcément y travailler de suite, mais on y travaillera plus tard. Donc, c'est une des adaptations qui peut être faite de la stratégie d'éco-conception, en fait, se rendre compte que nos impacts sont complètement ailleurs par rapport à ce qu'on avait imaginé, et donc, du coup, comment on les prend en compte et comment on prévoit peut-être d'y travailler à plus long terme derrière. Voilà pour ce volet-là, et voilà un petit peu sur les étapes de la démarche telles qu'ils ont pu le réfléchir, ils ont pu le mettre en place. Une fois qu'ils ont mis en place donc cette démarche et qu'ils ont été aidés par une agence spécialisée pour le faire, parce qu'ils n'avaient pas les clés pour le faire tout seuls, on va arriver sur une étape de mise en œuvre et de communication. Alors avant, il y a une étape qu'on a appelée de revue critique. L'idée, ça a été de revoir un peu tout ce qui avait été décidé par l'agence et par l'entreprise, et voir si, avec notre expertise du Centre de ressources nationales, on avait donné un avis et mettre des recommandations sur la cohérence de cette démarche derrière. Et à la suite de ça, donc, il y a une étape de mise en œuvre de la solution, du produit éco-conçu et de communication derrière qui a été réalisée. Donc, on va voir finalement comment l'entreprise a pu mettre en valeur son projet et ce qu'elle tire aussi de cette mise en valeur de son projet. Déjà, ça nous a permis de nous recentrer sur le choix de nos fournisseurs et vraiment de comprendre quelles étaient les certifications. Par exemple, on travaille avec des torréfacteurs ou des imprimeurs qui sont dans une certification RSE. Au début, ça a été, je pense, la première chose qui a été mise en lumière par ce diagnostic. Et nous, c'est vraiment cette démarche, elle nous a permis de crédibiliser notre communication. Et aujourd'hui, sur tous les points que l'on avance en termes de communication, on a quelque chose derrière. Donc voilà, ça permet de faire le distinguo en fait entre tout ça et en fait d'avoir une communication qui est claire et que je trouve moi saine et respectueuse du consommateur. C'est assez intéressant de voir la façon dont la communication finalement s'est retrouvée comme étant un élément central dans non seulement la façon dont eux interagissaient avec leurs fournisseurs, parce que du coup, ils vont faire appel à des fournisseurs, à des torréfacteurs qui ont des labellisations, qui communiquent dans une démarche RSE ou dans une démarche d'éco-conception, mais eux aussi, ils ont réalisé que c'est important de valoriser ce qu'ils avaient fait, et donc ils sont mis à travailler la communication entre eux et leurs clients, en véhiculant leurs valeurs et en faisant en sorte que toutes les stratégies d'éco-conception qu'ils avaient mis en place se retrouvent dans cette communication, et que du coup, cette communication, elle soit claire, elle soit juste, et elle corresponde réellement à ce qui a été fait et aux enjeux qui avaient été traités. Pourquoi je vous parle de communication à ce niveau-là ? Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Vous les voyez dans les étapes d'une démarche d'éco-conception. En fait, la communication, elle est là, c'est la dernière étape.
Et elle va être très importante parce qu'elle permet de... C'est celle qui va faire le lien entre le produit éco-conçu et le marché finalement et la clientèle et montrer que vous avez mené une démarche qui est robuste, qui réduit réellement l'impact, en quoi vous l'avez fait et du coup en quoi votre produit aujourd'hui va être performant d'un point de vue fonctionnel mais performant aussi d'un point de vue environnemental. Si vous avez mené l'ensemble d'une démarche de manière cohérente, cette communication, vous avez déjà les arguments qui sont prêts à l'emploi. La question derrière, finalement, c'est comment on les met en avant, comment on communique. Et là-dessus, vous n'êtes pas tout seul en tant qu'entreprise pour pouvoir communiquer. Il existe des normes qui vont vous permettre de cadrer cette communication environnementale et de pouvoir communiquer à différents niveaux et par différents moyens selon ce que vous souhaitez. Alors pour balayer rapidement, je voulais juste vous parler rapidement des différents types de communication environnementale. Il faut savoir qu'ils sont régis donc par des normes. Il existe une norme, un peu une norme chapeau, la norme ISO 14020, qui parle des marquages et des déclarations environnementales de manière large. Et sous cette norme, à partir de cette norme et des principes qu'elle définit, ont découlé différents types de communication environnementale. Alors pour vous les différencier rapidement, je vais donc vous en parler. Le premier type de norme environnementale qui existe et qui est intéressante pour l'ensemble des entreprises, c'est la norme ISO 14021 sur l'autodéclaration. L'idée de l'autodéclaration, c'est que c'est une communication qui peut se présenter sous toutes les formes. Toute entreprise peut mettre en place une autodéclaration d'allégation environnementale sans avoir besoin de vérification derrière, parce que toute autodéclaration est sous la responsabilité seule de son déclarant. Donc, en fait, on peut avancer toutes les allégations que l'on souhaite, en respectant bien sûr les principes de la norme chapeau ISO 14020 qui définit aussi des cadres dans lesquels communiquer. La responsabilité revient à l'entreprise qui avance ces enjeux-là. Et là-dessus, vous pouvez communiquer sur l'absence ou la présence de substances, vous pouvez communiquer sur toutes les allégations environnementales que vous souhaitez, dans la mesure où vous respectez les principes de l'ISO 14020 et où aussi vous respectez la définition de certains termes. La norme ISO 14021, elle cadre l'autodéclaration dans le sens où elle donne toute une liste de définitions de certains termes que vous devez respecter, des termes comme recyclable, etc., pour n'en donner qu'un. Et l'idée, c'est qu'à partir de ça, c'est à vous de créer votre propre communication environnementale, d'avoir des modes de preuve que vous maîtrisez, qui sont fiables, qui sont exacts, que vous pouvez proposer directement à l'entreprise et derrière, du coup, au client plutôt. Et derrière, du coup, vous pouvez communiquer de la façon dont vous le souhaitez par rapport à ces modes de preuve et à ce que vous avez mis en place. Voilà pour l'ISO 14020. L'ISO 14024, pour passer à la suivante, c'est ce qu'on appelle les écolabels. À différencier des labels privés, les écolabels sont les labels qui en général sont nationaux ou européens en ce qui concerne l'écolabel. Ce sont des labels qui proposent des cahiers des charges avec des seuils à respecter selon différentes étapes du cycle de vie et différentes caractéristiques à chaque étape du cycle de vie. Ces cahiers des charges sont sectoriels en général. On a un cahier des charges pour un secteur d'activité et une entreprise qui veut pouvoir apposer l'écolabel doit se faire labelliser par un organisme extérieur qui va venir vérifier que tous les seuils sont respectés avec les bons modes de preuve qu'on a mis en face, etc. Le mode de communication suivant, c'est l'ISO 14025. Là, on est sur une communication qui s'appelle l'éco-profil. Pour l'autodéclaration et pour l'écolabel, on est sur des communications qui peuvent surtout être en B2C. Là, on passe plutôt l'éco-profil sur une communication en B2B. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'idée, c'est de faire une évaluation environnementale. Une évaluation environnementale selon les normes ISO 14040 et ISO 14044 qui définissent l'analyse du cycle de vie et comment on doit faire une analyse de cycle de vie. Et une fois qu'on a fait cette analyse de cycle de vie précise avec des outils particuliers, des façons de faire qui correspondent à ce qui est normé, on va retranscrire cette étude d'ACV en un résumé de 2 à 4 pages et c'est ça qui va constituer notre support de communication. Donc là, on est sur une communication qui fait entre 2 et 4 pages. C'est assez important, donc vous comprenez bien que ça ne peut pas être en mode de communication en B2C quand on achète
un pack de yaourt, on ne va pas lire 4 pages d'analyse environnementale avant de choisir lequel on va prendre. Et le dernier mode de communication, c'est l'ISO 14026 qui s'appelle l'affichage environnemental. Là, on est dans le cadre d'une démarche qui va être volontaire, qui va être encadrée par des référentiels également. C'est une démarche un affichage qui est en discussion et en travail depuis une dizaine d'années auprès de l'ADEME, et qui va commencer à voir le jour bientôt dans la filière textile en particulier. Vous avez peut-être déjà vu ce petit logo Planète Bleue affiché sur certaines marques textiles qui sont pionnières et qui testent les façons dont le score est calculé. Et l'idée, c'est qu'assez rapidement, elle soit présente sur l'ensemble des marques textiles et puis qu'elle se démultiplie sur d'autres secteurs d'activité au fur et à mesure que les référentiels seront créés. Différentes façons de communiquer pour différentes cibles et pour différentes mises en valeur du produit. L'essentiel, c'est, comme le disait Léo Delon tout à l'heure, le dirigeant de Vita Espresso, de faire ça avec une communication qui soit quand même saine et respectueuse du consommateur. C'est le principal et c'est pour ça que ces normes existent finalement, pour encadrer au maximum ces pratiques-là. Une fois qu'on a mis en place cette communication, donc assez stratégique pour faire le lien entre ce qu'on a fait et derrière le consommateur pour lui expliquer, le projet ne s'est pas arrêté là pour Vita Espresso. Vous le voyez, il y a d'autres étapes après la mise en œuvre sur le marché et la communication sur ce qui a été fait. Le fait de mettre en place une démarche d'éco-conception et de communiquer dessus lui a aussi permis de voir apparaître des conséquences, de nouvelles opportunités qui ont abouti sur 2 volets. Un volet sur la démultiplication de l'éco-conception sur d'autres aspects du produit existant tel qu'il est aujourd'hui, et aussi des réflexions, des opportunités pour le développement de projets à plus long terme. Donc, je vais de nouveau laisser la parole à Léo Delon pour en parler un petit peu dans le cadre de ces podcasts. Et c'est ce qui est passionnant dans l'éco-conception, c'est que quand on commence à mettre un pied dedans, en fait, on a envie d'aller plus loin, on a encore envie d'aller plus loin. L'éco-conception est partie prenante de notre stratégie d'entreprise. Donc, en fait, quand on réfléchit à quelque chose, à une action, quand on choisit un fournisseur, quand on choisit de développer un produit, on a toujours, en fait, derrière cette pensée pour l'éco-conception et il faut absolument qu'on essaie de l'intégrer au maximum. On est vraiment... Quand je parle de démultiplication sur d'autres aspects du produit, on est vraiment sur c'est aperçu en fait que l'éco-conception, il l'a intégré au niveau stratégique et à chaque décision sur le produit, il va penser conséquences environnementales et il va les prendre en compte finalement. Ça, c'est le premier aspect. Il a introduit vraiment l'éco-conception au niveau stratégique des décisions à prendre dans l'entreprise. Et du coup, le deuxième volet, c'est de parler de projets à plus long terme. Aujourd'hui, c'est un moteur au sein de l'entreprise en termes d'innovation et de développement, mais c'est également une valeur qu'on véhicule auprès de nos clients et qui est une véritable attente du marché en fait aujourd'hui. Je pense vraiment que ça a été l'axe différenciant. Donc plutôt que de se différencier sur le prix, de toujours tirer sur une qualité plus basse, etc., je pense qu'aujourd'hui vraiment le côté qualitatif, respect de l'environnement est une véritable attente et notamment auprès des grands groupes. Donc là, il y a la première chose que je voulais vous montrer, c'est que finalement, l'éco-conception inclus dans les projets devient vraiment un volet différenciant, devient vraiment un avantage concurrentiel par rapport à d'autres marques qui sont également sur le marché, en particulier pour les gros groupes, mais pas que. Donc, c'est vraiment un moteur pour aller plus loin et pour se différencier, d'une part. Et d'autre part, donc, ça ouvre des projets à plus long terme. On est en train de développer donc une capsule qui sera totalement home compost, qui verra le jour sur le premier semestre 2021. On est en train de développer un détartrant pour machines à café éco-conçu. Et là, on est en train de mener une réflexion, parce que là, c'est vraiment stratégiquement, c'est vraiment un gros virage pour nous. On est en train de mener une réflexion sur la machine. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette réflexion sur la machine, elle est née au moment où ils se sont rendus compte, dans leur évaluation environnementale, que 50% des impacts environnementaux venaient de la machine finalement et pas de la capsule elle-même. Donc finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont pris en compte cet aspect-là. Ils ne l'ont pas inclus dans leur stratégie d'éco-conception à ce moment-là parce que le but, c'était de travailler sur la capsule et pas de se disperser sur la machine. Mais maintenant, ça fait partie des projets à long terme pour eux.
Donc, on en est là sur, ça leur a permis de se démarquer, ça leur a permis de se différencier, ça leur a permis aussi d'améliorer leur image et la notoriété auprès des entreprises et ça leur a permis de se lancer dans des projets plus innovants et d'avoir de l'inspiration justement pour trouver quel projet était innovant d'un point de vue environnemental. Et en fait, toutes ces conséquences, tous ces avantages-là que je vous montre, ils ont été corrélés par d'autres études qui ont été faites. Il y a des études qui sont faites régulièrement sur les retours économiques de l'éco-conception. On a participé au pôle éco-conception à beaucoup de ces études. La première a été faite en 2008, une deuxième assez conséquente a été faite en 2014 avec 130 entreprises qui ont été interrogées. En 2017, l'ADEME en a fait une suivante où l'idée c'était plus de mettre en avant des exemples précis d'entreprises. Et en 2020, on a aussi participé à cette étude réalisée par Harris et commanditée par l'ADEME sur, de nouveau, les retours économiques de l'éco-conception. Et ce qui ressort de cette étude-là, en partie sur cette question-là en particulier, donc il y a quasiment 300 entreprises qui ont été interrogées, des entreprises qui ont mis en place des démarches d'éco-conception à différents niveaux, des entreprises de taille et de secteurs d'activité très différents, mais c'était le but d'avoir un panel assez large. Et en fait, la question qui leur a été posée ici, c'est finalement quels sont les autres avantages de l'éco-conception au-delà de retombées positives, au-delà de retombées financières, économiques. Quels sont les autres avantages? Et dans les autres avantages, celui qui ressort en premier dans l'étude de 2020, mais finalement aussi dans l'étude de 2014, vous voyez qu'on a comparé les résultats ici, c'est une amélioration de l'image et de la notoriété. Et finalement, c'est ce qu'on a entendu dans les extraits de ce dont parle Léo Delon. C'est réellement ça. Ça a permis d'améliorer l'image, la notoriété. Ça a permis d'assurer un meilleur avantage concurrentiel et d'avoir une communication plus transparente avec les clients. Donc, ça permet aussi d'assurer une meilleure relation avec les clients. Vous le voyez ici aussi en deuxième. Donc, c'est pas un cas isolé finalement, Lita Espresso, mais c'est vraiment pas la seule entreprise à remarquer ce genre d'avantage-là. Et vous voyez arriver aussi, en quatrième position, une amélioration de la capacité à développer des nouveaux produits et à innover. Et c'est réellement ce qui est arrivé aussi avec cette projection dans des projets à plus long terme dans lesquels l'éco-conception sera au centre, évidemment. Voilà un peu tout ce que l'éco-conception peut amener et puis finalement quel déroulé on peut avoir d'une démarche et des conséquences derrière concrètes pour une entreprise. Et maintenant, finalement, si vous aussi, vous vouliez vous lancer dans une démarche d'éco-conception, qu'est-ce qui pourrait être à votre disposition pour déjà avancer un peu sur le sujet avant de vous lancer? En fait, comme je vous le disais, au pôle éco-conception, il existe des programmes régionaux, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes et puis en région Occitanie que j'anime moi particulièrement, qui vont vous permettre de monter en compétences et d'avancer sur ce sujet de l'éco-conception. Alors, l'idée qui a été mise en place, c'est vraiment de pouvoir aider tout type d'entreprise, de toute taille et tout secteur d'activité, peu importe où vous en êtes dans votre réflexion. Soit on va pouvoir vous aider sur comment vous renseigner en vous permettant d'assister à des webinaires thématiques, un peu comme on fait aujourd'hui, ou alors en mettant à votre disposition le centre de ressources et d'exemples qui est présent directement sur notre site internet. On va aussi être là pour vous permettre d'orienter votre démarche en faisant, comme on a fait avec Lita Espresso, un diagnostic initial éco-conception, où l'idée c'est de prendre en compte tout le cycle de vie d'un produit en particulier, de le décortiquer vis-à-vis de votre contexte, de vos parties prenantes et d'en sortir les pistes d'éco-conception qui seraient intéressantes pour ce produit en particulier. On va aussi vous permettre de monter en compétences, soit d'un point de vue individuel, au travers de journées de conseil, où l'idée c'est de passer un temps ensemble pour avancer sur des sujets précis de l'éco-conception, ou bien au travers d'ateliers thématiques d'une demi-journée inter-entreprise, où là l'idée c'est de pouvoir monter en compétences ensemble sur un sujet en particulier et pouvoir aussi échanger entre vous pour partager vos expériences et vos ressentis sur la question. Et dans tous les cas, là où on va aussi pouvoir être présent, c'est pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Il existe énormément d'aides financières de la région, en Occitanie, et de l'ADEME au niveau national, pour tous ceux qui ne sont pas en Occitanie, qui vont vous permettre justement d'être soutenus sur ces projets et sur ces investissements dus à l'éco-conception, que ce soit en termes d'études ou que ce soit dans d'autres sujets.
pour dire un mot sur les financements de l'ADEME avant de m'arrêter, parce que du coup, j'ai parlé de la région Occitanie, mais bon, sachez pour les autres régions que vous n'êtes pas laissés pour compte et que finalement, ce que l'ADEME met en place au niveau national est fait pour vous aussi. Sachez qu'il existe différents types de financement de l'ADEME. Celui qui est assez intéressant pour vous, si vous êtes plutôt dans cette hésitation de se dire finalement, qu'est-ce que peut m'apporter l'éco-conception, comment je peux l'appliquer chez moi et du coup, quelles pistes je peux mettre en place derrière. Ce qui va être intéressant à mettre en place pour vous, c'est de participer au financement tremplin qui permet de financer des premiers pas en éco-conception, une première pré-étude finalement de quelle feuille de route vous pourriez commencer à ébaucher, à mettre en place, qu'on pourrait commencer à ébaucher, à mettre en place ensemble pour améliorer l'impact environnemental de votre produit. Ça s'applique aux TPE et aux PME seulement. Et ensuite, une fois que vous avez une idée un peu plus précise de ce produit, l'ADEME va aussi vous permettre de financer des études, de la mise en œuvre de produits éco-conçus pour tous les secteurs d'activité avec certaines spécificités sectorielles, mais qui s'appliquent à tous de manière plus large. Et elle va aussi vous aider financièrement dans des investissements que vous pourriez réaliser pour justement réduire l'impact environnemental de vos produits sur certaines machines ou sur certains investissements sur toutes les étapes du cycle de vie dont vous auriez besoin. Voilà ce que je voulais vous dire globalement sur les aides de l'ADEME. Alors, dans les diagnostics éco-conception, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, nous, on a mis en place justement une offre là-dessus pour vous permettre d'aller plus loin, mais le but, c'est pas forcément de détailler ça, juste pour que vous compreniez un peu mieux. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sensibilisation à l'éco-conception, d'avoir un bilan des enjeux en lien avec l'éco-conception sur votre produit en particulier. Dans certains cas, de pouvoir vous proposer aussi la réalisation d'une évaluation environnementale quantitatif sur tout le cycle de vie de votre produit, et ensuite de proposer une stratégie environnementale avec vous, de la travailler ensemble pour avoir derrière une première feuille de route, un premier jet de feuille de route que vous puissiez vous approprier et sur lequel vous puissiez aussi identifier les ressources dont vous auriez besoin à chaque niveau. Voilà un peu l'idée de ce qui peut être développé dans des diagnostics, dans des tremplins, pour vous aider justement à mieux vous retrouver dans l'ensemble de cette grande stratégie, de cette grande aventure qu'est l'éco-conception finalement. Merci Marie pour cette présentation très complète, moi je trouve. Avec plaisir. Il y a quelques questions dans le chat. Moi j'en avais une avant. J'ai du mal à m'imaginer ce que ça représente en investissement temps. Est-ce que vous pourriez nous aider, nous donner un éclairage par rapport à cette dimension-là? Alors ça dépend vraiment je vais revenir à un visuel. Ça dépend vraiment du projet qui est réalisé, de ce qui est cadré par l'entreprise au début. Quand je vous disais que la première étape, c'est de cadrer la démarche, ça va justement être ça, de définir si l'entreprise veut plutôt investir en projet sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, avec 2 personnes, 3 personnes, une équipe complète, avec 10 000 euros, 100 000 euros, un budget plus conséquent. Et en fait, ça, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est qu'est-ce que l'entreprise est prête à investir, et à partir de là, quels objectifs elle va pouvoir se fixer. Peut-être qu'au début, elle va dire je ne vais pas vouloir aller très loin et prendre beaucoup de risques, donc je vais aller sur une petite démarche où je vais réduire un peu mon impact, mais ça ne va pas être extraordinaire. Mais si elle fait ça bien, ça va fonctionner. Et elle pourra, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir un projet plus gros parce qu'elle aura les reins plus solides et plus d'expérience pour avoir un projet plus conséquent. C'est vraiment très variable en fonction de chaque cas particulier, en fait. C'est plutôt plusieurs mois que plusieurs jours, quand même. Oui, on est plutôt on peut être dans l'ordre du jour quand on va mettre en place un premier diagnostic d'éco-conception où là, on va travailler quelques jours pour pouvoir avancer là-dessus. Mais ensuite, pour mettre en place des solutions, c'est comme améliorer un produit quand on veut changer de technologie parce qu'on a une technologie qui est un peu plus à jour ou plus actuelle. Finalement, ça se fait quand même pas du jour au lendemain, sauf si on trouve directement le composant miracle qui se substitue exactement à celui qu'on avait avant. Mais ça se passe peu comme ça en général, je pense. Et pour les financements ADEME, est-ce que ce sont des enveloppes? Est-ce que ce sont des pourcentages? Comment ça fonctionne? Sans rentrer dans le détail, mais juste pour qu'on comprenne mieux. Ça dépend des financements. Pour le tremplin, on est plus sur des enveloppes qui ne peuvent pas dépasser 80% du montant maximum parce que c'est comme ça.
Mais on va être sur des enveloppes maximales que l'ADEME va pouvoir donner. Pour les études et les investissements, ça va vraiment dépendre. Et là, si vous avez des questions précises là-dessus, je vous invite soit à revenir vers moi et je vous redirigerai vers des personnes de l'ADEME qui pourront vous répondre directement si vous n'avez pas directement de contact de leur côté. Ok, merci. J'avais vu passer une question aussi au sujet des normes de la communication environnementale, je pense. J'ai répondu en partie, mais je pense qu'il va falloir que vous complétiez un petit peu, je suppose. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu votre réponse. Non, mais c'était bien répondu. En effet, les normes ISO ne sont pas en accès libre, elles sont payantes. Et dans le cadre d'une certification type écolabel, oui, vous allez devoir, c'est un auditeur externe qui va vérifier la conformité aux écolabels. Dans le cadre d'une autodéclaration, personne ne va vérifier parce que c'est la responsabilité du déclarant, de l'entreprise déclarante. Et dans les autres cadres aussi, il va y avoir une vérification par une personne ou un organisme externe qui va être demandé. J'ai vu une question ensuite concernant l'entreprise, l'agence éco-conception à Bidart. Alors en fait, donc c'est l'agence éco-conception qui a géré le projet avec l'ITA Espresso. Et nous, on est arrivé en amont du projet pour faire le lien au niveau diagnostic avec eux. Et à la fin du projet pour faire la revue critique. Après, sur toute la partie accompagnement projet, c'était à eux de travailler avec l'entreprise directement en autonomie. Là-dessus, il n'y a pas eu d'intervention particulière de notre part. Ce n'était pas le but non plus. Donc voilà, c'était vraiment au début du projet et à la fin du projet pour valider un peu tout ce qui avait été fait, la démarche dans le cadre d'une revue critique. La question, c'était sur les secteurs cibles dans les financements de l'ADEME. En effet, je vous ai identifié des secteurs cibles. Je vous les remets ici pour les études et pour les investissements. Alors, il y a plusieurs secteurs qui ont été identifiés. Il y a les secteurs de la mode, les secteurs de l'agroalimentaire et les secteurs du service numérique, il me semble. Je vais juste aller faire une petite vérification pour être sûre que je ne vous dis pas n'importe quoi. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement sur le site de l'ADEME qui s'appelle Agir pour la transition, où vous avez tout le texte de ces études, de ces financements et qui vous permettent de creuser un peu comment on les dépose et quels secteurs sont concernés. Et c'est vraiment ça, c'est bien ça sur les secteurs concernés. On est sur tous les secteurs, bien sûr, mais avec des spécificités sur le secteur du numérique, de la mode et de l'alimentation. Sur la question de Diane, que vous me demandiez quelles sont les conditions pour l'accompagnement du pôle éco-conception. Alors, ça dépend de quel accompagnement vous voulez parler. Si vous parlez de l'accompagnement premier niveau, type diagnostic et journée de conseil, là, ce sont des accompagnements qui sont portés dans le cadre des programmes régionaux. Donc, qui sont à la condition, c'est que l'entreprise soit en Occitanie pour être dans le programme régional en Occitanie ou en Auvergne-Rhône-Alpes pour le programme Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la seule condition. Et par contre, il y a un reste à charge qui est quand même demandé aux entreprises, qui est beaucoup moins important que le financement total de ce qui aurait dû être du coût total de la journée de conseil ou du diagnostic, mais qui reste quand même, qui est de l'ordre de quelques centaines d'euros. C'est 300 €, il me semble, pour une journée de conseil, par exemple, pour l'entreprise. Et ensuite, il y a d'autres types d'accompagnement qui existent pour les conceptions plus largement en sortant de ces programmes régionaux, mais ce n'était pas forcément le sujet là, je pense. Donc moi, j'ai retenu que le centre de ressources était national. Tout à fait. Et que vous avez des relais un petit peu partout. Sur quelle structure fonctionne-t-il ? Est-ce que c'est l'application de vos méthodes ? Est-ce qu'ils ont toute autonomie, ces relais ? Comment ça fonctionne ? L'idée les centres relais sont vraiment des centres complètement indépendants. En général, selon les régions, vous pouvez retrouver sur notre site internet directement la liste des centres relais région par région sur une carte. Comme ça vous permet de voir aussi où vous vous situez. C'est des centres relais qui peuvent être portés par l'ADEME, par la CCI, par les agences économiques régionales aussi. Ça peut être très, très large comme type de structure qui porte ce centre relais-là. L'idée, c'est qu'ils ont une totale indépendance sur le sujet. Ils ont accès à certains de nos outils, justement, sur toute la partie diagnostic pour ces premiers niveaux d'éco-conception. En fait, c'est ça, c'est un centre relais dans ces premiers niveaux d'éco-conception.
Ils peuvent avoir accès à ces outils-là et derrière, ils ont une relation aussi privilégiée avec nous pour qu'on soit aussi en soutien lorsqu'il y a des besoins d'expertise plus particuliers sur certains sujets avec les entreprises avec lesquelles ils sont en contact. OK. Mais c'est vraiment une indépendance totale et c'est plus un réseau de centres relais. Ça fonctionne plus comme un réseau que sur des modèles où on va avoir une main là-dessus. Pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. Je suppose qu'à partir, comme vous êtes ressources nationales, qu'à partir de votre site, on peut avoir accès à un certain nombre de données pour se former. Oui, vous pouvez avoir accès. Déjà, le site en lui-même va être assez riche en termes d'exemples, déjà de certaines pages pour comprendre, pour aller un peu plus loin sur ce qu'est l'éco-conception. Vous avez aussi accès à toutes nos actualités au niveau national de nos adhérents sur plein de sujets liés à l'éco-conception. On relaie aussi pas mal de webinaires, de formations, de choses qui peuvent se passer pour permettre de monter en compétence là-dessus. Et puis, nous aussi, on est centre de formation directement, donc on va pouvoir vous donner accès à à des formations sur tous les sujets liés à l'éco-conception. Sur l'éco-conception et tous les sujets liés plutôt. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie, c'était très clair. Merci à vous, c'était avec plaisir. Merci à tous pour votre attention, pour votre écoute, pour toutes vos questions très pertinentes et très intéressantes. Et puis, j'espère à bientôt pour des projets d'éco-conception, pourquoi pas. Et merci à vous pour votre aide et pour l'organisation de ce webinaire, à vous et à toute l'équipe de la Cité de la RSE d'Impact.